pour démarrer à mon compte, c'est bien un boulot où les gens ils ont trop de travail, quoi. Ça a l'air d'être un bon plan. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Lips et je vais un peu vous décrire comment je me suis retrouvé à gagner ma vie en travaillant sur des logiciels libres, ces logiciels qui sont développés par des gens qui collaborent et qui les partagent sur internet et qu'on peut télécharger gratuitement, y compris la doc. Et comment je me suis retrouvé à me mettre à mon compte en fait. Donc ça a commencé pendant que j'étais en train de faire une thèse dans un laboratoire universitaire et que je passais mes journées devant des stations de travail comme ça là, et que j'ai découvert un truc extraordinaire, c'est qu'elles étaient en réseau. C'est-à-dire qu'on pouvait de l'une se connecter sur l'autre, lancer des programmes, on pouvait transférer des fichiers, on pouvait s'envoyer des mails, etc. de l'une sur l'autre, même sur un autre bâtiment, même sur un autre campus, même n'importe où dans le monde, mais pour ça il aurait fallu connaître des gens n'importe où ailleurs dans le monde qui me créent un compte. Mais voilà, donc ça m'a assez passionné. Et donc moi, et il y a des gens qui utilisaient ça en fait aussi. Il y avait des logiciels qui exploitaient cet état de fait comme Usenet, où on avait des forums, des genres de forums en ligne, en mode texte, qui permettaient de discuter de loisirs ou alors de sujets ayant trait à la construction justement d'Internet lui-même, quoi. Bon, c'était pas du temps réel, mais pas du tout d'ailleurs. De temps en temps, ça mettait plusieurs jours à circuler les messages. Il y avait des logiciels qui les affichaient par fil, et puis ils laissaient un trou parce que quelqu'un avait répondu à un message qui n'est pas encore là, qui va apparaître bientôt ou pas. Voilà. Je trouvais ça très intéressant. Et au bout d'un moment aussi, toujours pendant que je faisais ma thèse, l'administrateur système du laboratoire, il a changé de labo, il n'a pas été remplacé par un admin système, et en fait ces stations de travail qui je pense avaient été achetées pour que les enseignants puissent faire un ou deux TP de CAO par an aux étudiants, nous on en avait besoin tous les jours. Nous les thésards. Donc on a vite appris à s'assurer que ça fonctionne, essayer de comparer ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, qu'est-ce qui change, transférer les trucs, demander aux collègues dans les autres labos et finalement commencer à comprendre comment ça marche, ces machines et Internet et les systèmes d'exploitation Unix, tout ça. Après ma thèse, je suis passé dans un autre labo et là il est apparu quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est le web. Alors le web, au départ, c'était un peu le même concept, c'est-à-dire que des gens mettaient des pages web, ils partageaient des infos, etc. Originellement, c'était pour partager des publications scientifiques, puis les gens, ils mettaient tout et n'importe quoi, pas mal de n'importe quoi d'ailleurs, on se privait pas. Et pour voir comment ça marchait, on regardait le source, on le copiait chez nous, et on avait exactement la même page chez nous, génial, rien à comprendre. Et puis après, comme on ne voulait pas la même page, on essayait de comprendre comment ça marchait, et puis à voir qu'est-ce qu'il faut changer, comment ça marche, et finalement à apprendre à s'en servir. Mais là où ça a vraiment changé, c'est que la particularité du web par rapport à tous ces trucs d'internet qui existaient que dans les laboratoires universitaires, et même d'ailleurs on ne savait même pas encore que ça allait s'appeler internet, c'était juste ils sont en réseau, ça a pu passer à la télé parce que c'est visuel. Parce que nous, on disait aux gens, les mails, c'est vachement bien, il faudrait l'utiliser. Mais ça, c'est visuel, ça se montre. Et donc à la télé, ils ont commencé à parler de ça aux gens. Déjà, pour en parler, il fallait donner un nom. C'est là qu'on a décidé de l'appeler Internet. Et les gens ont voulu s'en servir en dehors des laboratoires universitaires. Et voilà, c'est sorti. Les particuliers se sont mis sur Internet. Il y avait des entreprises qui se sont créées pour donner accès à Internet. Et du coup, moi j'ai décidé de suivre le mouvement, puisque en fait, il y avait plein de gens qui avaient besoin de savoir comment marche Internet en dehors des labos, et puis que moi je savais, et puis voilà, et puis moi j'avais acquis plein d'expériences là-dessus en marge de mon occupation théorique. Et ça me plaisait beaucoup. Et donc
on a essayé de monter un peu une entreprise, mais on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, ça a périclité vite fait. Puis j'ai travaillé chez un fournisseur d'accès. Et puis, mais il était au Luxembourg, j'ai tenu 1 an, puis je suis revenu à Strasbourg en société de service. Et surtout, quand je suis sorti et que je suis allé faire ça, là, j'ai découvert que en fait, j'étais informaticien. Parce que c'était un peu un choc et une surprise, parce que les gens qui faisaient... Moi, j'avais eu des bases de cours d'informatique, et les gens qui... Pour moi, les informaticiens, c'était des gens qui avaient fait des études d'informatique, et à l'époque, Internet, c'était pas du tout au programme. Donc, ils voyaient pas du tout ce que je faisais, et je comprenais pas trop énormément ce qu'ils faisaient, enfin voilà. Mais tout le monde avait l'air unanime pour dire que c'était de l'informatique, alors je me suis dit, ok, d'accord, je suis informaticien. Même si Internet, en fait, finalement, c'était pareil, c'était des gens qui collaboraient sur Internet pour documenter Internet, et puis après, ils le partageaient. Et après, on pouvait télécharger la documentation sur comment marche Internet, et puis après, on l'imprimait, et puis pour que ce soit pratique et facile à transporter, on les mettait dans des classeurs. Voilà, c'était pratique. On pouvait les transporter un à la fois, parce que sinon, c'est un peu lourd. Voilà, c'était totalement un autre monde. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans une société de service à faire de l'informatique, mais de l'informatique spécialisée. C'est-à-dire spécialisée sur Internet, c'est un peu une sous-partie, la partie que je maîtrisais, et où j'avais de la valeur, voilà. Et, hop, tac. Voilà, c'est-à-dire Internet et les logiciels libres, c'est-à-dire tous ces logiciels qui se créaient sur Internet et non pas qui avaient été fabriqués dans des entreprises qui les commercialisaient. Et on a commencé à les appeler les logiciels libres parce qu'il y a un Américain qui a décidé de formaliser la chose et de dire voilà qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui est un logiciel libre et comment ça marche, etc. Et il a décidé de définir les 4 libertés des logiciels libres sa numérotation commence à 0 parce qu'on aime bien commencer à compter à 0 et en plus c'est celle à laquelle il a pensé en dernier, la 0. Donc c'est des logiciels où en fait, c'est une perversion du système de droit d'auteur qui normalement sert à ce que tous les droits reviennent à l'auteur. Et bien là, on utilise le droit d'auteur pour donner les droits aux utilisateurs, pour leur dire voilà, vous avez le droit de l'utiliser, vous avez le droit de regarder comment ça fonctionne, ce qui veut dire qu'il faut avoir accès aux sources. Vous avez le droit de redistribuer le logiciel, de le donner à qui vous voulez, et vous avez le droit, puisque vous avez regardé comment ça marche, de le modifier, de l'améliorer et de redistribuer les versions modifiées. Donc tout ça, c'est des libertés pour les utilisateurs finaux, et puis c'est un peu c'est là-dessus que je voulais me spécialiser. Et à ce moment-là, ça commençait à se développer, quoi. On rencontrait même de plus en plus souvent d'autres gens. Oups. Voilà, il y avait même d'autres passionnés. On pouvait créer des clubs, on pouvait se réunir, etc. Voilà, je me sentais un peu moins seul. L'un de ces logiciels, notamment, c'était Linux, qui avait cette particularité que, vous vous souvenez des stations de travail au début, elles étaient quand même très chères. Alors qu'avec Linux, on avait un système d'exploitation tout à fait similaire à tout ce que j'avais appris sur Unix. Je pouvais le réutiliser là, en le faisant fonctionner sur un PC taïwanais acheté au coin de la rue, et totalement abordable. Donc c'était très pratique, ça m'a permis d'esquiver le passage par Windows. Et donc, j'étais donc dans cette société de service, et alors il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Bon, les bons côtés, déjà se payer, c'était bien. Ensuite, ils trouvent des clients qui ont besoin de tout et n'importe quoi. Donc du coup, on acquiert plein de compétences sur des sujets extrêmement variés. Les côtés un peu moins positifs, c'est que on fait un peu tout et n'importe quoi, justement. C'est-à-dire qu'on accumule plein de compétences, mais on a du mal à capitaliser. Et puis il faut un peu se battre pour être sûr d'avoir des trucs qui aient un rapport avec Internet et le logiciel libre. Toujours un petit suspense. Par ailleurs, on sentait bien que j'allais pas y rester jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est un peu le genre d'environnement où apparemment on était censé, moi je voulais continuer à faire de la technique, et puis on est censé aspirer à ne plus en faire, quoi, être chef de projet, directeur d'agence, n'importe quoi. Enfin, des trucs où au lieu de gérer des machines, on gère des gens ou des feuilles Excel, quoi. Donc voilà.
Euh, et l'autre truc, c'est que bon, les projets divers et variés, il y en avait des super, et puis de temps en temps, ils sont nettement moins intéressants. Et puis donc là, je rentrais chez moi et j'avais qu'une envie, c'est de me remettre devant mon ordinateur et d'utiliser les trucs que je savais faire pour faire des sites web pour des amis, etc., ou qui avaient des associations ou des groupes de théâtre, histoire d'avoir l'impression d'avoir quand même fait un truc dans ma journée que quelqu'un un jour utilisera, quoi. Voilà. Donc j'ai passé des concours et j'ai réussi à décrocher un concours et de passer au Conseil de l'Europe, au service informatique. Et là, c'est intéressant. Alors, le Conseil de l'Europe, je sais que c'est cette institution qui est extrêmement méconnue, qui est à Strasbourg, qui n'est pas le Parlement européen, qui est un bâtiment avec des gens qui sont là en permanence, qui travaillent tous les jours là-bas. Il y avait plus de 1000 personnes qui avaient des boulots sur tous les aspects relatifs aux droits de l'homme, à l'état de droit, à la démocratie, et qui se subdivisaient en divisions, services, équipes, etc. Enfin bref, c'était extrêmement varié, encore une fois, et puis ils avaient des demandes extrêmement variées qui remontaient au service informatique. On ne savait jamais à l'avance ce que ça allait être, de quoi ils avaient besoin. Alors pour tout ce qui était des demandes standards, les logiciels du commerce en général ils répondent bien aux demandes, à tout ce qui est standard, mais pour tous les trucs un peu tordus, particuliers, on a décidé de faire une recherche de logiciels libres qui nous permettent de répondre un peu à tout et à n'importe quoi. Donc là j'avais fait une étude. Voilà. J'avais fait une étude et j'étais arrivé sur un logiciel qui s'appelle Tiki, je pense que vous aviez deviné. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il avait été sélectionné? C'est parce que en fait, c'est une grosse boîte à outils qui fait un peu tout et n'importe quoi et ça permet de tout faire avec un logiciel. Parce que bon, c'est pas très intuitif, mais ceux qui ont déjà essayé de faire fonctionner plein de logiciels différents ensemble savent que sur le long terme, c'est ingérable. Parce qu'il y a toujours, il y en a toujours un qu'il faut remettre à jour, et puis du coup, il marche plus avec les autres. Enfin bref. Donc, on en voulait un qui fasse tout. Bon, il fallait qu'il soit multilingue et que ça marche. C'est un peu évident dans notre contexte. Et puis, les deux derniers critères sont très intéressants quand on sélectionne un logiciel libre. C'est assez spécifique. C'est que, en fait, le code était accessible parce que là, il y a les 4 libertés dont on a parlé, des fois c'est un peu théorique, c'est-à-dire qu'on a le droit de modifier, mais en fait c'est super dur. Donc là, ils étaient tout à fait ouverts à ce qu'on puisse le modifier, et c'était bien notre but. On était un service informatique, on voulait vraiment le faire évoluer et à ce qu'il réponde à tout et aux besoins de nos clients internes. Et la communauté est active et ouverte, parce que des fois, déjà il y avait pas mal de monde. Alors que certains logiciels libres sont soutenus juste par une personne et des fois moins en fait, si on creuse. Et l'autre intérêt, c'est que voilà, c'était ouvert, c'était un fonctionnement démocratique et horizontal, au sens où il n'y avait pas une entreprise qui contrôlait tout, et même l'auteur initial avait déjà quitté la communauté qui lui avait survécu, ce qui n'est pas toujours évident dans toutes les communautés de logiciels libres aussi. Donc voilà, on était assez confiants sur le fait qu'on allait pouvoir utiliser ça pendant longtemps. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, au bout d'un moment, en fait, j'étais là-bas sur un contrat de 5 ans. Donc je me suis demandé, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? Plutôt que de retourner dans une société de service, je me suis dit, voilà, les trucs qui m'avaient bien plu dans mon boulot au conseil, c'était ça. Et en développant là-dessus, j'avais développé des contacts. On était arrivé à être en contact avec justement des gens qui étaient partout dans le monde. Alors ça, c'est le petit effet, c'était pas pour ça qu'on l'avait sélectionné, mais bon, voilà, on peut les inviter à venir, on peut aller les voir, quoi. C'est un peu le côté engagez-vous qui disait, vous verrez du pays. Moi, ce que j'ai décidé, et quand on avait besoin d'aide, et qu'on leur demandait, est-ce qu'on peut vous payer pour rajouter un truc parce qu'on n'a pas le temps, ils étaient assez souvent pas disponibles. Donc je me suis dit, bon, pour démarrer à mon compte, c'est bien un boulot où les gens ils ont trop de travail, quoi. Ça a l'air d'être un bon plan. Donc je me suis lancé.
d'abord en auto-entreprise, et ensuite j'ai dû changer de statut en SAS unipersonnel pour la meilleure des raisons qui soit, dépassement du plafond de chiffre d'affaires. Donc là, c'est un peu une première pour moi et j'étais confronté à un certain nombre de questions qu'en général on continue à me poser, donc voilà, qui sont comment est-ce qu'on trouve les clients par exemple. Alors il y avait trois grandes façons. C'est d'une part, étant déjà intégré à la communauté, il y a un site où les gens ils vont voir Tiki, il y a une page consultant où ils peuvent aller chercher des consultants. Des gens qui connaissent, qui peuvent les aider s'ils veulent payer quelqu'un pour le faire à leur place. Donc là, on apparaît en ordre aléatoire. J'ai un peu galéré pour en trouver un où je suis en tête, mais voilà. L'autre façon, c'est que des fois, on a des projets qui ont trop d'ampleur pour être faits par une personne toute seule. Donc du coup, on se met à plusieurs où ils font appel, voilà. Il y a des gens qui font appel à moi ou l'inverse. Ou alors, comme pour toute entreprise, je sais pas, on a du bol, on croise des gens qui sont intéressés, on arrive à les convaincre, voilà. Donc ça c'est pour trouver les clients, et après la question c'est pourquoi est-ce qu'ils me payent alors qu'en fait ils peuvent très bien tout récupérer gratuitement. Et il y a plein de gens qui récupèrent Tiki gratuitement et dont on n'entend jamais parler, ils sont très contents, ils n'ont pas besoin d'aide, ils le font. Donc là en fait, il fallait trouver... Voilà, on entend souvent parler de business model open source, mais ça ne veut rien dire. Bon, open source, dans ce contexte, c'est un peu un synonyme de logiciel libre, mais si vous revenez aux 4 libertés, il n'y a absolument rien qui dit quoi que ce soit sur la façon de gagner de l'argent. Donc c'est une problématique totalement distincte. Il faut trouver quelque chose faut trouver un moyen qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit open source. Et il y a plein de façons, etc. Il n'y en a pas qu'une, ça ne découle pas du fait que c'est open source. Et moi, en l'occurrence, c'est une activité de service. C'est-à-dire c'est des gens qui font appel à moi pour que je fasse des choses à leur place. Exactement de la même façon. Alors pourquoi ils me payent plutôt que de le faire eux-mêmes? Exactement pour la même raison que je paye quelqu'un pour faire ma comptabilité, alors qu'on m'a dit ouais mais c'est pas dur à apprendre, tu pourrais le faire toi-même et payer personne. Sauf que ça m'amuse pas. Je le ferai pas particulièrement bien, il y a des gens qui sont spécialisés, et en plus pendant que je ferai ça, je serai pas en train de faire ce que j'ai envie de faire et qui me rapporte des sous. Donc autant payer quelqu'un d'autre. Et là c'est pareil, moi j'ai des clients, ils sont très bons dans leur domaine, mais leur domaine c'est absolument pas ça. Ils seraient tout à fait capables d'apprendre à faire ça, mais ça les intéresse pas particulièrement. Donc ils me payent pour configurer, installer, etc. Et l'autre chose, c'est que comme c'est un logiciel qui permet de faire des trucs extrêmement élaborés, ils ont des besoins, des envies extrêmement élaborées, ils récupèrent ça, ça fait 90% de ce qu'ils veulent. Et les 10% qui leur manquent, je les rajoute. Je les code pour eux, ils me payent pour ça. Et après, on remonte ça à la version de la communauté du logiciel libre et tout le monde en bénéficie. Donc ça aussi, des fois, ça choque un peu. La partie, oui, mais en fait, on a payé, et puis après, tout le monde en bénéficie gratuitement, etc. Donc là, en fait, il y a deux façons de répondre à ça. La première, c'est que, on vient de récupérer gratuitement des millions de lignes de code, ce qui, selon certaines méthodes de calcul, disent que si on voulait tout réécrire, il faudrait 400 Anéum pour... etc. C'est pas choquant d'en redistribuer quelques-unes. Bon, en général, les gens comprennent ça, mais pas tous. Il y en a, c'est pas vraiment convaincant parce que oui, mais quand même dans un contexte professionnel, etc. Alors, je vous explique comment on explique aux autres, mais par une analogie, parce qu'on m'a dit non, le code, non. Donc, alors on imagine qu'on peut télécharger des maisons sur Internet. Donc le client, là, qui est en vert, il veut une maison, il en a choisi une, il la récupère, il la télécharge gratuitement tout seul, ou il me paye pour la télécharger, qu'importe. Le truc important, c'est que lui, il voulait une piscine, en fait. Et il n'y avait pas de piscine. Donc là, il me paye pour coder la piscine. Donc je code la piscine, on remonte, on recompte, on partage la piscine, et maintenant, tous les gens qui récupèrent la maison, ils ont une piscine. Pourquoi? Parce que pendant qu'on fait ça, nous, il y a les autres membres de la communauté, ils sont aussi en train d'améliorer la maison. Ils font une extension, une antenne satellite,
etc. Et donc, le client, quand il voit la nouvelle version qui est sur Internet, il veut la nouvelle version qui récupère sur Internet, pour lui. Et là, comme on a partagé la piscine, il a déjà sa piscine. Il n'a pas besoin de repayer pour la piscine. Parce que si on n'avait pas partagé, la nouvelle version, elle serait mieux, mais il faudrait de nouveau qu'il me paye pour avoir sa piscine. Donc ça lui coûterait plus cher, en fait. Et les gens sur Internet qui récupèrent la maison, ils n'ont pas de piscine. Donc en fait, personne n'y gagne. Voilà. Donc c'est ça un peu la raison. Pour résumer, c'est un peu le fait il faut parler aux gens dans un langage qu'ils comprennent. Et donc, les gens qui ont du mal à comprendre la phrase « on vient de télécharger gratuitement des millions de codes et on recontribue, c'est normal », eux, ils vont comprendre « on vient d'externaliser la maintenance de notre amélioration ». Bon, si vous ne comprenez pas « on vient d'externaliser la maintenance de votre amélioration », je suppose que vous étiez d'accord avec ce qui est au-dessus. Et donc, du coup, voilà, pour résumer, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette nouvelle vie. Et puis, pour l'instant, ça me plaît bien et j'ai bien l'intention de poursuivre dans cette voie aussi longtemps que je peux. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Au fond, vous, monsieur, j'arrive. Tenez, monsieur. Merci. Bravo pour la présentation. C'est pas une question, mais j'ai trouvé intéressant à un moment donné que tu utilises le terme, par rapport au droit d'auteur, le terme de perversion. Je sais pas s'il est bien choisi, mais je pense qu'en fait, l'intérêt, quand un auteur crée quelque chose, c'est que en fait, il puisse dire aux autres ce qu'il veut en faire. Et s'il dit, voilà, je le donne à tout le monde, et qu'on le sait, ça pose aucun problème, il n'y a pas de transgression, il n'y a rien de tout ça. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de choses à expliquer dans ce qui peut être un peu contre-intuitif. Quelqu'un qui crée quelque chose dans notre culture, normalement il le garde pour lui, c'est une sorte d'individualité. Mais on peut très bien prendre la logique d'une autre manière. Et cette logique-là, qui est de partage, elle est vertueuse parce qu'on prend, on donne, on fait circuler l'information, on fait circuler le code. Je trouve ça très intéressant et moi je félicite ceux qui ont trouvé une voie économique enviable dans ce côté-là. Bravo. Merci. Donc, je pense que c'était pas vraiment une question, ouais. Mais je suis d'accord. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une vraie question? Alors, vous pouvez aussi faire des... ouais, c'est génial. Mais je crois que quelqu'un a une vraie question. Vraie question, je sais pas, mais à un moment, tu as dit qu'on pouvait avoir moins d'une personne qui soutient un logiciel libre. Oui. Comment on peut avoir 0 personne Quand l'auteur il a plus le temps de s'en occuper à temps plein ou qu'il a carrément plus envie de s'en occuper, qu'il est passé à autre chose, le logiciel libre il reste sur les dépôts, il reste accessible, etc. Et des fois il est extrêmement utile et utilisé, mais il va plus évoluer, quoi. Okay. Et ça arrive. J'imagine. Merci. C'était une vraie question, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois un bras se lever. Et à un moment, tu as parlé de maintenance externalisée. En général, quand on externalise une maintenance, on paye cette maintenance, alors que là, elle est plutôt gratuite ou à très bas coût, puisqu'il s'agit d'une mise à jour, non? Je me trompe? Oui, justement. En fait, c'est peut-être encore mieux qu'externaliser. Ça veut dire on n'a pas à assurer la maintenance. C'est d'autres qui assurent la maintenance. Et effectivement, c'est gratuit. Et c'est bien pour ça que c'est vraiment une bonne idée de contribuer tout ce qu'on a fait au projet initial, parce que sinon, parce que ça, c'est pas le pire. Ça, c'est pas le pire qui peut arriver, hein. Le cas où on récupère la nouvelle version et l'amélioration à laquelle on tient, elle n'y est pas. D'autres pourraient avoir codé quelque chose à cet endroit-là, d'autres, et du coup, ça va être encore plus dur de remettre ça, ou mettre une autre piscine qui est différente, et du coup, ce sera incompatible, et ça va être beaucoup plus dur de rajouter la piscine dont on rêve s'il y a déjà une piscine qui ne nous plaît pas.
Et est-ce que la mise à jour, elle est toujours motivée par une commande? Ou est-ce que des fois c'est une amélioration que l'un des développeurs a voulu faire à titre personnel? Ah ouais, ben il y a des gens qui... Ah non, non, ben, il y en a qui sont bénévoles, il y en a qui veulent juste l'améliorer parce qu'ils ont envie de l'améliorer ou parce qu'ils s'en servent eux-mêmes et puis que voilà. Moi j'ai déjà amélioré des trucs parce que juste je trouvais qu'il y avait des façons de faire qui étaient trop compliquées et puis que je pourrais gagner un temps fou si c'était différent. Et il n'y a pas de client qui m'a payé et puis je l'ai changé, etc. quoi. Ouais. Et comme ça me simplifie la vie ou n'importe. Ou alors il y en a, ils ont juste envie ils ont juste des idées de choses à améliorer et puis voilà, comme moi là au début, ils ont des compétences, ils ont des envies, ils se disent voilà je vais le faire et puis des gens vont en bénéficier juste parce que j'ai envie de faire quelque chose d'utile dans ma journée quoi. Tout le monde est toujours d'accord dans la communauté pour les modifications? Et des fois il y a des débats. Ah bah bien sûr qu'il y a des débats, bien sûr. Ah bah oui, il y a des débats. On est censé en parler avant, discuter. Il y en a d'autres qui ont des idées de le faire différemment, où tout le monde dit ouais ok vas-y, ou ouais mais bien sûr oui là je suis... Oui là je ne peux pas parler de tout quoi, mais oui, évidemment. Là, je vois qu'une dame veut poser une question. Alors d'abord, je voudrais te remercier pour cette présentation parce que tu as pu nous présenter un système complexe d'une façon très simple, qui est accessible à tout le monde. Ma question, c'est, par curiosité comme ça, Wiki-Tiki. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quel lien, etc. Pourquoi il s'appelle Tiki ou... Oui. Parce que bon, la partie wiki, c'est parce que c'est basé, c'est comme Wikipédia en fait, c'est un peu le cœur, c'est des pages wiki dans lesquelles on peut rajouter des petits additifs qui font des choses beaucoup plus compliquées, telles que afficher le contenu d'une base de données ou mettre un blog, mettre des articles, etc. Tiki, c'est juste le nom du projet parce qu'il faut trouver un nom au projet. Alors j'ai cru comprendre que non, je suis même pas sûr. Enfin, je suis pas totalement sûr de pourquoi l'auteur initial l'a appelé Tiki. Peut-être parce qu'il aimait Tiki Wiki comme nom, etc. Parce qu'au début, ça s'appelait Tiki Wiki, mais on avait du mal à être pris au sérieux. Alors on a décidé que... Parce qu'apparemment, dans le monde, il y a 50% des pays comme la France où ça fait rire tout le monde, et 50% des pays qui disent non, c'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez changer le nom, etc. Donc, pareil, il y a eu des discussions à ce sujet, puis voilà.